Bien, donc bonjour à tous. Donc je travaille sur le diabète et le diabète gestationnel en lien en fait avec le service de gynéco-obstétrique de Belleville. On a une cohorte qui est suivie et donc on a travaillé pas mal là-dessus. Donc je vais vous montrer certains résultats et puis en lien avec naturellement d'autres études. Donc le diabète gestationnel, c'est un diabète découvert pendant la grossesse. Donc ça veut dire que c'est une dame, vous ne savez pas qu'elle était diabétique, et puis on fait un dépistage pendant la grossesse et on voit qu'elle a un diabète. Donc on va parler des stratégies du dépistage dans ce cadre. Donc voilà mes liens d'intérêt, et en fait dans le cadre de mon topo, il n'y a aucun problème, de toute façon je ne parlais pas de traitement. Alors, diabète gestationnel, c'est donc un diabète qui est dans la zone grise, là. Enfin que vous ne voyez pas, excusez-moi. Donc là, la grossesse. Souvent, la femme, elle a un statut glycémique inconnu avant parce qu'elle est jeune et elle ne va pas voir son médecin, elle ne fait pas de dépistage. Et puis, à partir de 24 semaines d'aménorrhée, qu'est-ce qui se passe? Il y a une insulinorésistance qui augmente et c'est dans cette période de la grossesse qu'on va avoir éventuellement un diabète gestationnel commun. Et puis après, la femme elle accouche et normalement le diabète disparaît. Alors le dépistage, il a changé récemment, et le dépistage classique, c'est donc après 24 semaines d'aménorrhée, quand l'insulinorésistance s'installe. Les critères ont changé en 2010, suite à une énorme étude qui a été publiée, une étude observationnelle, et les critères internationaux ont été adoubés par la Société francophone de diabétologie et de gynécologie obstétrique, et j'ai eu la chance de participer au board et à ceux qui ont participé aux recommandations. Donc maintenant, on fait une charge en glucose à 75 grammes, on a 3 temps de mesure, et il suffit d'une valeur supérieure pour dire qu'il y a un diabète gestationnel. Donc voilà, on fait un dépistage après 24 semaines, aménorrhée, et vous avez une valeur positive, et vous avez un diabète gestationnel. Ce diabète gestationnel, il expose à quoi? Il expose à une macrosomie, c'est-à-dire que le bébé il va prendre le sucre en excès, le bébé donc grossit, et on va avoir les complications majeures, c'est déchirure vaginale chez la maman d'enfants macrosome, les césariennes pour prévenir ça, éventuellement les blessures au niveau des épaules, et il y a aussi plus de prééclampsie chez ces mamans. Nouveauté dans le dépistage, c'est que certes il y a diabète gestationnel, mais on intègre une nouvelle valeur, qui est le diabète de type 2 découvert pendant la grossesse, mais avéré. En gros, à partir du moment où vous avez ces valeurs qui correspondent aux valeurs en dehors de la grossesse, on dit, certes, c'est un diabète découvert pendant la grossesse, donc normalement c'est un diabète gestationnel, mais en fait, non, on dit que c'est un diabète de type 2 découvert pendant la grossesse avéré et qui était ignoré. Et ça, c'est important parce que finalement, ces femmes qui ont a priori un diabète qui était là avant, puisque les valeurs glycémiques sont très hautes, elles ont des risques surajoutés. Quand vous avez un diabète avant la grossesse, si le diabète est mal équilibré, vous pouvez avoir des malformations, puisqu'au moment de la conception et d'organogénèse, il y aura une exposition à l'hyperglycémie, alors que si vous êtes dans le diabète gestationnel tardif, on n'a pas du tout d'exposition à l'hyperglycémie précocement, et donc pas de malformation. Et donc ces femmes aussi, si on sait qu'elles ont un diabète avant la grossesse, elles peuvent avoir des complications chroniques du diabète, bon, c'est peu fréquent parce qu'elles sont jeunes, mais quand même, et une rétinopathie peut s'aggraver pendant la grossesse. Lorsqu'il y a une néphropathie, il y a plus de prééclampsie, etc. Donc c'est important d'avoir ce nouveau concept. Alors ces critères, on les a donc pris dans les recommandations, mais posent un problème. Avant les nouveaux critères diagnostiques, on avait une prévalence de diabète gestationnel en France estimée à 6%. Avec ces nouveaux critères, on passe entre 15 et 20%. Donc c'est un réel souci, parce que nous, en identifiant ces nouveaux critères diagnostiques, on disait, comme c'était dans des recommandations, démerdez-vous dans les maternités pour gérer 1/6 des femmes qui ont un diabète gestationnel. 3 fois plus qu'avant. Donc comment on va faire? Et donc il a été décidé d'essayer de sélectionner les femmes les plus à risque. Et on a proposé un dépistage sélectif. C'est-à-dire qu'on n'allait pas faire un dépistage universel comme recommandé avant, mais seulement chez les femmes qui sont à risque de développer un diabète gestationnel, premièrement. Alors les critères, c'est, on va les prendre, IMC à 25, une femme en surpoids, ou une femme de plus de 35 ans, une femme qui a des antécédents familiaux de diabète dans la famille, une femme qui a déjà eu un diabète gestationnel, ou une femme qui
qui a déjà eu un enfant macrosome, sous-entendu peut-être qu'elle avait eu un diabète gestationnel avant, non identifié, et c'est pour ça que son enfant était gros. Alors il fallait quand même évaluer justement ces critères sélectifs. Et donc on a fait ça dans notre cohorte à Bondy. Donc on a une grosse cohorte, c'est les femmes on a analysé, les femmes qui avaient accouché entre 2002 et 2009, donc plus de 18 000 femmes. Et vous voyez qu'à Bondy, on a une population multiethnique. Donc on a créé 4 groupes, des femmes qui n'avaient pas de diabète gestationnel, des femmes qui avaient du diabète gestationnel, et on les a séparées suivant qu'elles présentaient ou pas au moins un facteur de risque. Donc par exemple, ces femmes-là, on les aurait dépistées puisqu'elles avaient un facteur de risque. Ces femmes-là, on ne les aurait pas dépistées. Et puis on a analysé un peu les résultats. Alors voilà, les chiffres. Une prévalence, avec nos anciens critères, on était déjà à des chiffres élevés de diabète gestationnel, à peu près 15%. Facteur de risque, à peu près 60% avaient un facteur de risque. C'est-à-dire que si on avait appliqué les recommandations, 40% des femmes n'auraient pas eu la charge en glucose et n'auraient pas été dépistées. On économise 40% de dépistage. Les facteurs de risque prédisent bien le diabète gestationnel, tant mieux. Okay. Et dernière question, est-ce que finalement on va manquer des femmes? Eh bien oui, on a un tiers des femmes dans notre cohorte qui avaient un diabète gestationnel qui n'auraient pas été diagnostiquées si on avait fait le dépistage sur facteur de risque. Donc là, ça peut poser problème. Mais finalement, quand on avait fait les recommandations, puisqu'on avait pensé à ça, on s'était dit quoi? Finalement, ces femmes qui n'ont pas de facteur de risque, et notamment qui ne sont donc pas en surpoids, bah, possiblement, c'est pas très grave de ne pas les dépister, puisqu'elles ne font pas trop de complications. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le diabète gestationnel expose à la macrosomie, à la prééclampsie, l'obésité, le surpoids expose aussi, et donc les deux facteurs s'additionnent. Donc là, on pourrait dire, oui, mais ces femmes, elles ne sont pas en surpoids, etc., c'est peut-être pas grave. Et donc, on a essayé d'évaluer leur pronostic aussi, ce qu'on pouvait faire dans la base. Donc j'ai mis le diapo français parce qu'il y a d'autres études avec d'autres pays derrière. Donc qu'est-ce qu'on a pu montrer? On a pris un critère composite, et voilà l'incidence des complications pendant leur grossesse. Et finalement, ce que vous voyez, c'est que les femmes qui avaient un diabète gestationnel, même sans facteur de risque, donc c'est celles qu'on n'aurait pas diagnostiquées, elles ont quand même un mauvais pronostic. Donc, alors même qu'elles sont traitées, hein, puisque nous on les a traitées. Donc nous, on continue un dépistage universel, puisqu'on pense qu'on va baisser leur chance à ces femmes qui ont un diabète gestationnel et qui ne seraient pas dépistées si on ne faisait pas un dépistage universel, puisqu'elles vont faire quand même des complications. Alors, ces données, on nous a dit oui, vous avez une population particulière, multiethnique, alors on a regardé suivant l'origine ethnique et on a trouvé le même type de résultat. Je vous ai dit, il y a d'autres pays qu'on va essayer d'évaluer un petit peu, donc une belle cohorte, la cohorte Atlantique Deep, Diabetes in Pregnancy, 5500 femmes, et vous voyez à nouveau qu'on a des femmes qui ont un diabète gestationnel sans facteur de risque, qui font quand même des événements. Alors j'ai retrouvé récemment, enfin j'étais au courant, une autre étude de Colombes qui va un peu modérer mes propos. Donc on est à Colombes, belle série aussi. En plus elles sont très bien phénotypées, le dépistage est très bien phénotypé. Là ils ont regardé seulement les dépistages après 24 semaines d'aménorrhée et ils ont regardé un peu le pronostic suivant que les femmes présentaient des facteurs de risque ou pas. Là, on a des femmes qui ont un diabète gestationnel sans facteur de risque, français. Ici, diabète gestationnel avec facteur de risque. Eux, ils loupent 1/6, nous c'était 1/3, vous vous souvenez, et des femmes qui n'ont pas de diabète gestationnel. Et ils ont regardé leur pronostic, et vous voyez notamment, eux, c'est plutôt rassurant, les femmes qui ont un diabète gestationnel sans facteur de risque, elles font pas plus de césarienne que des femmes qui n'ont pas de diabète gestationnel. Et le bébé de poids élevé, c'est pareil, c'est moins grave. Et si on regarde leur glycémie lors de la charge en glucose, la glycémie à jeun est moindre. Okay, et il n'y a que 6% des femmes ici qui ont besoin d'insuline contre 26% des femmes qui avaient un diabète gestationnel avec facteur de risque. Donc eux, ils disent que finalement c'est peut-être moins grave ce diabète gestationnel sans facteur de risque, et c'est vrai que ces données sont assez concordantes. Mais encore une fois, on voit le pronostic alors qu'elles sont traitées. Si elles n'étaient pas traitées, qu'est-ce que ce serait? Donc nous, on continue en tout cas un dépistage systématique.
Donc ça, je vous ai parlé du dépistage classique après 24 semaines d'aménorrhée, quand l'insulinorésistance s'installe. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle maintenant du dépistage précoce. Et ça, c'est une idée assez nouvelle, même si on y pensait avant, mais dans les recommandations, c'est bien marqué. Qu'est-ce qu'on propose? C'est qu'en début de grossesse, on fasse une glycémie à jeun. Seule, parce qu'une charge en glucose, souvent les femmes, elles n'auraient pas envie de la répéter, et ce qui sera embêtant si elles ne veulent pas le refaire après 24 semaines. À nouveau, on a deux critères, donc entre 0,92 et 1,25, un diabète gestationnel précoce, d'accord, et à plus d'1,26, on dit que c'est un diabète de type 2 avéré découvert pendant la grossesse. Et à nouveau, on fait du dépistage sur facteur de risque à cette période. Donc si je reprends mon schéma de tout à l'heure, et que je rajoute maintenant cette glycémie à jeun qu'on va faire en début de grossesse, qu'est-ce qu'on a? Les dames qui ont un DG classique, tardif, d'accord, elles auront une glycémie à jeun normale en début de grossesse, et donc on refait le dépistage quand l'insulinorésistance arrive. Si vous faites un dépistage précoce, vous aurez les femmes ici qui ont une glycémie à jeun de diabétique, et donc on les prendra en charge très tôt. Parfait. Le mieux, ce serait là, évidemment. Et puis, vous avez des cas intermédiaires où vous aurez un diabète gestationnel précoce, c'est-à-dire que le dépistage ici est positif. Et donc, normalement, on les prend en charge tout de suite, au lieu d'attendre ici. Alors, le niveau de preuve est très bas. Autant que prendre en charge le diabète gestationnel, là, c'est efficace. Okay, ici, il n'y a aucune étude qui a montré que ça servait à quelque chose. Première chose. Et puis, on peut se poser la question, est-ce que, quand j'ai un dépistage, là, mettons une dame, au début de grossesse, qui a 0,92 grammes par litre, est-ce que réellement, elle aurait fait un diabète gestationnel là, si je faisais rien? Alors, j'ai retrouvé une étude et je vais vous montrer un peu le résultat. L'idée de cette classification, c'est de dire, bah là, cette dame, elle avait un métabolisme glycémique normal. Ici, elle avait probablement un prédiabète méconnu. Et ici, un diabète inconnu. Donc si on compare un peu le DG précoce et le DG tardif, moi je pense déjà qu'il faudrait améliorer un petit peu les critères sélectifs. L'idée du dépistage précoce, c'est de dépister une dysglycémie qui n'existait pas, qui existait avant la grossesse, mais qu'on n'a pas fait. Alors pourquoi prendre finalement les critères qu'on a pris là et pas les critères en dehors de la grossesse, chez qui il faut dépister un diabète méconnu? C'est-à-dire que nous, on n'a pas du tout intégré dans les recommandations, notamment le syndrome métabolique. Une femme qui a déjà une hypertension artérielle, une dyslipidémie, un tour de taille élevé, on devrait la dépister. Dans les recommandations aussi, on prend en compte l'origine ethnique et probablement il faudrait le faire. Tout ça pour vous dire que finalement, ce qui est important, c'est aussi pour le suivi, même si là je vous parle du dépistage du diabète gestationnel, tout ça, ça compte pour le futur. Et Nolwenn, tout à l'heure, en parlera. Les enjeux, c'est quoi? C'est qu'après la grossesse, la femme chez qui on a découvert un diabète, elle va rester diabétique a priori. La femme qui a eu un diabète gestationnel, même si c'est que tardif, on sait qu'elle va récupérer un métabolisme normal, mais elle va devenir prédiabétique puis diabétique dans sa vie. Or, la femme qui a un DG précoce, a priori, mais c'est tout encore qu'une hypothèse, elle sera déjà toujours prédiabétique là, et elle sera diabétique beaucoup plus tôt encore que là. Donc ça a des conséquences aussi au niveau de la prise en charge future. Je vous parlais tout à l'heure de la concordance entre la glycémie à jeun début de grossesse et la charge en glucose après 24 semaines d'aménorrhée. Il y a une étude qui a été publiée dans le Diabète et Métabolisme, je crois, il y a 2-3 ans. Ils prennent des glycémies à jeun ici, qui font en début de grossesse. Et vous voyez qu'il y a 12% des femmes qui avaient un DG précoce, si vous prenez nos critères. En fait, ils ne regardent pas la glycémie, ils la rangent, ils ne font rien. D'accord? Ils laissent suivre la grossesse. Est-ce que 100% de ces femmes vont toujours être diabétiques après 24 semaines d'aménorrhée lorsqu'ils font la charge? Eh bien non, vous voyez qu'en fait, il n'y a que 45% qui ont encore le DG. Donc, finalement, on ne sait pas. Ces femmes qui avaient une glycémie à jeun un peu élevée là, mais qui n'ont plus de DG là, est-ce que ça sert à quelque chose de les traiter ou pas? En tout cas, dans les recommandations, c'est ce qu'on dit, mais on n'a aucune preuve. Il y a même des gens qui disent que ça peut être dangereux de trop traiter les gens. On aurait des poids, des bas poids de bébés, etc. On ne sait pas trop. Donc il y a plein de choses à évaluer là-dessus. Anne Lambert de Lille, ils ont une super cohorte aussi, donc ils ont commencé à analyser des choses. Là, ils ont essayé d'analyser, c'était au congrès de la SFD,
montrer des résultats sur DG précoce ou DG tardive, comme je vous ai dit tout à l'heure, et vous voyez qu'ils ont 40% des diabètes gestationnels qui sont précoces. Alors il faut savoir que leur dépistage est sélectif, donc forcément, a priori, ils en auront plus que si c'était un dépistage systématique. En revanche, le pronostic était identique, suivant le moment où on avait dépisté le diabète gestationnel. Donc, quand on a parlé de dépistage précoce, je vais revenir rapidement sur le dépistage classique, parce qu'on pourrait dire aussi qu'on pourrait améliorer en fait le dépistage sur facteur de risque, si vous ne voulez pas faire de l'universel. Alors, pourquoi je l'ai mis là? C'est parce qu'une étude italienne a regardé si on ne pouvait pas utiliser la glycémie à jeun de début de grossesse, finalement. C'est-à-dire qu'ils ne traitent pas, si c'est élevé, mais si vous avez une glycémie à jeun à plus de 0,8 g par litre, et en plus un surpoids ou une histoire de diabète, vous aurez une sensibilité de 90%, contre nous on était à 2 tiers, d'accord? Donc vous avez 10% seulement qui est manqué de diagnostic, et vous avez une valeur prédictive négative qui est très bonne, etc. Donc finalement, cette glycémie de début de grossesse, c'est pas forcément un déclenchement de traitement, mais éventuellement quelque chose qui doit nous faire dire, bon, celle-là, il faut à tout prix que je fasse un dépistage à 24 semaines. Autre chose, nous on avait regardé aussi si l'origine ethnique pouvait être intéressante à rentrer dans les facteurs de risque, et vous voyez que les femmes d'Afrique du Nord ou d'Inde, Pakistan, Sri Lanka font plus de diabète gestationnel que les femmes européennes qui étaient la référence. L'Afrique Nord semblait protégée. Donc c'est peut-être un critère à rajouter dans les facteurs de risque. Je vais vous raconter quelques données françaises qu'on a actuellement. Donc là, vous aviez des cohortes vraiment monocentriques, mais avec des beaux phénotypages. Maintenant, on peut étudier à partir du SNIRAM des choses. On a commencé par ce travail avec Nolwenn. Et je vais vous montrer vraiment très rapidement des résultats. Donc par exemple, là, les femmes qui ont accouché en 2013, il y a un algorithme SNIRAM pour voir le diabète gestationnel. Vous voyez qu'on est à 788 femmes. Donc voilà les dépistages. Je fais rapide. 44% des femmes ont au moins soit un dépistage par glycémie à jeun avant 14 semaines d'aménorrhée, soit par charge en glucose entre 24 et 28. Vous voyez ici la répartition. Beaucoup de charges, beaucoup de glycémie à jeun aussi. Alors on a pu regarder aussi, suivant le temps, quand est-ce que la femme est dépistée. Donc on voit bien que les charges, c'est plutôt là, et les glycémies à jeun en début de grossesse, donc ça correspond au reco. C'est super. Voilà. Donc pour conclure, on voit qu'on a beaucoup de données maintenant, de plus en plus. Les données SNIRAM, c'est intéressant, mais par exemple sur SNIRAM, on ne peut pas travailler sur les facteurs de risque. On n'a pas l'IMC, etc. Donc il faut d'autres cohortes pour ça. Donc dépistage après 24 semaines d'aménorrhée, c'est connu, le traitement est utile. Le dépistage sélectif est assez critiqué, en tout cas, je pense qu'il peut être amélioré. Le dépistage précoce, c'est très intéressant dans le plan conceptuel pour voir qu'est-ce qui va se passer derrière la grossesse. Pendant la grossesse, on n'est pas sûr que c'est un intérêt réellement. On pourrait sûrement améliorer aussi le dépistage sélectif. Les études monocentriques, elles servent surtout parce qu'ils peuvent phénotyper le dépistage, on a toutes les chiffres de glycémie, etc. Les données SNIRAM, c'est super aussi sur des larges cohortes. Et puis il y a des mix un peu des deux, comme on a un projet sur la cohorte Constance, où là ça va être prospectif, on aura les données SNIRAM, mais aussi du phénotypage, X2 qui sera mieux fait. Voilà, merci beaucoup.